Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est en décembre qu'on a commencé à se questionner dans le MAG quand on a entendu les médias faire la promotion des boucheries véganes, si ça existe, des Noëls végétaux sans dinde, du faux gras, c'est comme ça qu'on appelle le foie gras végé, du rôti de lentilles ou encore de la terrine de tofu pour les fêtes. Alors il est évident que le souci de l'environnement est une réalité à laquelle on n'échappe pas. Néanmoins, faut-il pour autant éliminer la viande de notre consommation alimentaire ? Il semblerait qu'une forme de militantisme aille en ce sens et qu'en face, les carnivores paraissent dorénavant comme des résistants. Comment et pourquoi tant d'injonctions autour de la viande ? Existe-t-il une manière raisonnée d'en consommer ? Et les éleveurs dans tout ça ? Et surtout, est-ce qu'avoir le choix ou non de manger de la viande, est-ce un problème de riches ? Pour tout nous expliquer et nous aider à y voir plus clair, un spécialiste. Bonjour, Florent Kellier. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université d'Angers. Vous êtes spécialiste de l'alimentation. Nous avons également en plateau un producteur, un éleveur, Benoît Oettinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agricole de formation. Vous avez ensuite fait une carrière dans la banque. Et puis vous avez repris une exploitation d'élevage bovin, entre autres. On va bien l'expliquer. Ça s'appelle la ferme des Blotières. C'est du circuit court et ça se situe dans les Mauges à Chemillé. Alors les carnivores sont-ils devenus des résistants ? Manger de la viande est devenu une tradition d'un autre âge ? Bienvenue dans le MAG. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. 11h, 12h, c'est le MAG de Maria Goyer sur RCF Anjou. Et on va rembobiner le fil de l'histoire avec vous, Florent. La viande a-t-elle toujours été dans notre alimentation ? Elle est dans notre alimentation depuis très très longtemps. Si on prend le récit biblique, la viande est autorisée aux hommes à partir du déluge. C'est à partir du déluge que la viande est autorisée. Et cette autorisation est compris comme une forme de début de déchéance de l'homme. Donc il y a un côté un peu ambivalent dès le départ, avec la viande qui renvoie à la virilité, à la puissance. Et si on prend un temps historique encore plus long, la viande est consommée dès la préhistoire. Et un des éléments qui explique le développement des capacités intellectuelles de l'humanité tient notamment aux protéines animales. Alors ceci dit, il ne faut pas imaginer dans les temps historiques une surconsommation de viande ou une consommation importante de la viande. La viande, pour l'immense majorité de la population, est essentiellement associée aux jours de fête. Et seules les élites avaient la possibilité de consommer de la viande tous les jours où l'Église le permettait, puisqu'il y a un calendrier maigre, gras, et lors des jours maigres, la viande était interdite. Pour l'immense majorité de la population, on a essentiellement une alimentation qui reposait sur les céréales, les légumineuses et les végétaux, éventuellement un peu de matière grasse d'origine animale, du beurre bien rance, du lard éventuellement. Mais la pièce de volaille rôtie, c'est vraiment le moment des noces villageoises. Ça peut être un moment festif. Et pour avoir une consommation importante de viande, il faut en réalité attendre la seconde moitié du XXe siècle. Donc c'est récent. C'est récent si on est sur une consommation quotidienne de la viande. L'idée de manger de la viande le midi et le soir, 7 jours de la semaine, voire 6 jours si on retire le vendredi pour le poisson, c'est très récent. C'est la seconde moitié du XXe siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a cette idée que le développement économique doit passer par la viande, que l'on doit nourrir la population et que la réussite sociale, la richesse, la bonne santé passe par la consommation de viande tous les jours de la semaine. Et on a donc une augmentation considérable de la consommation de viande en France, en gros des années 60 aux années 90. Là, il y a un pic. Là, il y a un pic. Le pic en France est atteint à la fin des années 90. On n'a jamais mangé autant de viande en France par personne que dans les années 90. J'avais relevé quelques chiffres pour simplement montrer un petit peu cette évolution. Si on prend les achats de viande par Français, en 1970, on a 78 kilos dans l'année par Français acheté. En 1998, on est à 95 kilos et en 2009, on est à 88 kilos. En 2023, où là, il y a une petite augmentation de la consommation de la viande, on était à 85 kilos de viande par habitant. Donc, on a une baisse par rapport à ce qu'on a pu connaître à la fin des années 90. Est-ce que, Benoît Oettinger, vous êtes surpris par ces chiffres, vous qui êtes éleveur et producteur ?
Non, je ne suis pas surpris. Enfin, le fait de manger de la viande tous les jours, c'est vrai que c'est récent. L'évolution de la consommation depuis 20-25 ans, ça on l'observait, et elle s'est, je dirais même, exacerbée si on met de côté, je pense, 2023 ou les derniers chiffres, là où on parle peut-être d'un léger rebond de la consommation. En fait, l'érosion de la consommation de la viande, non, nous on l'observe sous le feu, je dirais, de certaines campagnes de communication ou de certains lobbying justement qui promeuvent une consommation alternative à la consommation de viande carnée. Florent Kellier, on parle bien sûr de la consommation de viande. Moi, je pense dans les campagnes, les gens chassaient aussi. Alors la chasse était également un moyen de pouvoir avoir de la viande, mais là encore, il ne faut pas surestimer le poids que ça représentait. Alors dans les temps historiques, on a du mal à pouvoir l'évaluer puisque c'est une pratique illégale, puisque la chasse était réservée aux élites. La paysannerie n'avait pas le droit. Maintenant, c'est évident qu'il y avait une forme de contrebande et de chasse illicite qui permettait d'avoir un petit peu de viande. Mais ça n'a jamais été essentiel dans l'alimentation de la population, y compris des élites, qui, même si les élites pouvaient accéder à la chasse, consommaient essentiellement des viandes qui provenaient de la basse-cour ou du marché. Assez peu de gibier, en fait. Ah oui. Vous avez parlé de volaille rôtie. Oui. On approche de l'heure du déjeuner, ça va commencer à mettre l'eau à la bouche. Plus sérieusement, quel type de viande sont consommées au cours des derniers siècles? Est-ce que c'était plutôt de la viande bovine, des volailles, comme vous l'évoquiez? Alors, la viande essentielle pour l'immense majorité de la population, depuis le Moyen-Âge et jusqu'au XXe, sera la viande de porc. La viande porcine, elle a été essentielle parce que l'élevage domestique du cochon était quand même très répandu dans les campagnes en Occident. On pouvait engraisser le cochon par facilement, quoi. Les déchets de la maison. Il y a la possibilité d'utiliser les forêts avoisinantes, le droit de glander, donc de pouvoir emmener les porcs dans les forêts pour consommer des glands. Donc il y avait la possibilité d'engraisser les cochons et il y avait cette habitude de ce qu'on appelle la tuaison ou le sacrifice, c'est-à-dire l'abattage du cochon qui était en principe en décembre, janvier, février, les moments où on pouvait consommer de la viande. Et un moment aussi où on pouvait conserver plus facilement la viande puisqu'il n'y avait pas encore tous les principes de réfrigération qui permettent de conserver de la viande fraîche plus longtemps. Et ces moments étaient importants parce que c'était des moments où on pouvait consommer énormément de viande, y compris des abats. Les abats ont été fortement consommés. Pensez à l'importance aussi du sang aliment avec le boudin noir, fabriqué au moment de la tuaison, qui était vraiment un moment de la communauté, c'est-à-dire que le voisinage qui venait aider. C'était un événement, quoi. Un événement, fabrication des pâtés, etc., des dons, des repas, et le lard qui était salé, qui pourrait être conservé le plus longtemps possible. Donc ça, c'était vraiment la viande la plus présente. L'idéal pour les moments festifs, c'était la viande fraîche, évidemment. Et pour la viande fraîche, le summum était la volaille. La volaille a toujours eu un statut particulier, comme une viande saine, particulièrement saine. C'était le discours raffiné et saine. C'est un élément qu'on a dans le discours diététique dès le Moyen-Âge, l'idée que la viande la plus saine est la viande blanche. Alors, il y a le côté blanc de cette viande, il y a le côté aussi l'absence, le sang est moins présent. Donc ça a pu jouer également. Et donc la volaille rôtie, c'est vraiment le plat de fête. Pensez à la Saint-Martin d'hiver et l'oie rôtie qui était le moment de la bonne chair, vraiment le summum. À côté de ça, pour les élites, il y avait également des viandes rouges qui pouvaient être consommées. Le bœuf a longtemps été considéré comme une viande grossière, contrairement à ce qu'on peut penser. Le bœuf devient la viande de la gastronomie au 19e. Au 19e, vraiment, c'est très tard. C'est la valorisation d'un outil de travail, en fait. Exactement, tout à fait. Vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que le bœuf, dans la culture française, contrairement à ce qu'on pouvait avoir du côté anglais d'ailleurs, dans la culture française, le bœuf, c'est vraiment la viande de réforme après, et qui va être donc plutôt considérée comme une viande plutôt grossière. Au 19e, le bœuf, c'est la viande vraiment de la gastronomie, coûte très cher. Et au 19e, on est convaincu que la viande rouge est essentielle pour la santé, que ça permet de refaire son sang.
avec une Ça se analogie, la viande rouge, le sang. Donc, pour la bonne santé de la population, il faut consommer de la viande rouge. Sauf que le bœuf coûte très cher, et c'est au 19e, et uniquement au 19e, qu'en France, on a une campagne publique menée donc, par l'État pour permettre la consommation de viande de cheval. Avant, le cheval n'est pas consommé. C'est pas un tabou religieux, c'est pas un interdit religieux, c'est un interdit social. Parce que le cheval renvoie à la chevalerie, à l'ordre équestre. Pensez au côté noble de cet animal, qui n'a pas des pattes, il a des jambes. Vous voyez, il y a tout ce discours qui survalorise la viande le cheval et qui rend la viande de cheval inconsommable. Et la viande chevaline va être consommée au 19e en faute de pouvoir consommer de la viande de bœuf dans quelques régions. Ça va jamais s'imposer partout dans le pays. Et si on prend la situation actuelle, on voit bien qu'il y a certaines viandes qui sont en train de disparaître, en tout cas qui deviennent de cheval, la viande de cheval notamment, le lapin également, parce que le lapin c'est bien, qui faisait partie de la basse-cour, le lapin qu'on peut manger à la moutarde, il y a quand même beaucoup de recettes possibles autour du lapin. Le lapin est de plus en plus perçu comme un animal de compagnie. Et donc, à partir du moment où on perçoit le lapin comme une sorte de Bugs Bunny, en quelque sorte, on ne peut pas le consommer. Oui, on ne va pas manger du chien, quoi. Le chien, qui lui n'a jamais été consommé, très rarement consommé. On a quelques cas, alors même en Occident, en fait, on a des cas de consommation de chiens au XXe, en Suisse, en Allemagne, même hors guerre. Mais ça n'a jamais été très très développé, la consommation de viande de chien, parce que c'est l'animal domestique, le compagnon, etc. Ami de l'homme. Oui. Mais donc le lapin est en train de disparaître. On a aussi une chute de la consommation des abats. Qui est notable et liée là, très probablement à la crise de la vache folle, qui a eu un impact aussi important. Peut-être qu'on ne sait plus les cuisiner. Parce qu'il y a eu cette rupture aussi. Il y a les deux. En fait, effectivement, vous avez entièrement raison. Quand on parle d'un aliment, il y a aussi la question de est-ce qu'on sait ou pas cuisiner cet aliment. La culture autour. C'est un élément qu'on peut voir également pour des légumes dits anciens qu'il faut apprendre de nouveau à cuisiner. Donc pour les abats, il y a cette question, mais il y a aussi l'impact de la crise de la vache folle à la fin des années 90 et ces peurs alimentaires qui se sont multipliées. Et qui souvent concerne la viande d'ailleurs. En tout cas, ou la grippe aviaire. Ou la grippe aviaire, et donc pour les volailles. Et donc, c'est là où on retrouve cette idée de la viande qui est plus saine qu'une autre. Et on voit que la volaille s'en sort mieux du point de vue de cet imaginaire d'une viande plus saine, même si évidemment il y a ces questions de la grippe aviaire qui revient assez fréquemment. Mais qui ne bouscule pas cette hiérarchie entre viande rouge et volaille. Si vous prenez les réveillons de fin d'année, la volaille a quand même un peu d'avance sur la viande rouge. Maintenant, ce qui est aussi à prendre en compte concernant la viande rouge, c'est le développement d'une culture de consommation d'une viande maturée, qui est aussi un élément à souligner. Oui. C'est-à-dire qu'on a un mouvement de valorisation. Il y a des caves pour... De caves, exactement, qu'on voit dans des boucheries et parfois dans des restaurants, même où ça peut être visible, qui s'inscrit totalement dans cette réponse à de nouveaux choix de consommation en allant vers une viande de qualité, plus savoureuse, qui n'est pas j'achète de la viande bas prix simplement pour me nourrir. Là, je recherche le plaisir gastronomique et je ne mange pas forcément de la viande tous les jours, mais le jour où j'en mange, je veux une viande de qualité, en connaissant le producteur. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important dans les ruptures actuelles, où vous avez le développement de ce qu'on a appelé les flexivores, que les sociologues de l'alimentation appellent les flexivores ou les flexitariens. Ce sont des nouveaux consommateurs qui ont des revenus corrects, qui ont les moyens de s'acheter de la viande tous les jours, mais qui, par choix, préfèrent en consommer moins dans la semaine, mais mieux. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus, notamment dans les villes, qui rompt avec cet héritage de la seconde moitié du XXe siècle, où il y avait l'idée que le repas, c'était obligatoirement de la viande, et que midi et soir, il fallait de la viande. Et là, vous avez cette catégorie de population qui est assez intéressante, me semble-t-il, pour la filière autour de, notamment d'élevage
bovin sur ce rapport à la qualité de la viande, connaître les producteurs et respecter le produit. On s'intéresse à la viande sur notre antenne. Nous avons un invité qui vient de nous rejoindre, Jean-Luc Bossard, bonjour. Vous pouvez vous approcher du micro. Vous êtes artisan boucher à Angers. Effectivement, on se disait qu'il y avait certains types de viande qui avaient un peu disparu des étals, vous allez nous le dire ou pas. Mais Benoît Oettinger, quand vous parliez du fait qu'on ne sait plus cuisiner certains abats, par exemple. Moi, vous mettez, je sais pas, des tripes et un topinambour, je suis pas à l'aise. Hein. Vous faites ce constat aussi ? Tout à fait, oui. Il y a beaucoup on avait fait une émission d'ailleurs sur les abats déjà. Mais il y a beaucoup de produits qui ne sont plus consommés par manque de connaissances. Souvent, ces produits faut être initié. Manger de la viande, on peut manger de la viande facilement. Après, cuisiner certains morceaux, quand c'est plus compliqué, par manque de temps ou par manque de connaissances, c'est ce qui, au fil des années, s'est perdu un peu, quoi. Oui. Les abats, vous en produisez, Benoît ? Alors, oui, en fait, même on essaie de les valoriser. Alors c'est dommage, voyez-vous, parce que en fait, le foie, nous par exemple, on le donne. Il nous en restait toujours plein sur les bras parce que les gens n'apprennent plus, ne mangent plus ça. Donc le foie de le foie de vache, voilà. Vache. Mais il y a rien. Enfin, moi je trouve, vous voyez, par exemple, du rognon. Les rognons, c'est super bon. Des rognons avec un peu de crème, un peu de moutarde, des graines de cumin, du riz, c'est super bon. Oui. Vous voyez, je pense là, on parle d'abats. Vous voyez, c'est le restaurant scolaire du lycée dont on sortait à Beaupro. La chose intelligente qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher, souvent ils proposent des tripes, des abats, enfin souvent de temps en temps, et en fait ça permet aux élèves, parce qu'il y a aussi une éducation à avoir pour aller vers les abats, apprendre à aimer, apprendre à déguster, et eux proposent ces plats-là, et souvent ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, c'est moins cher que la viande, alors que c'est très très bon pour la santé. Oui, c'est très riche. Oui. Oui. Là aussi, vous confirmez ce que vient de dire Benoît Oettinger, qui est éleveur de viande. Oui, tout à fait, c'est... Moi, aujourd'hui, la viande de bovine, notamment, je l'achète directement à l'éleveur. Donc, nous, après l'abattage, on récupère nos abats. Donc, on cuisine nos tripes. Alors, suivant après les saisons, on essaie de transformer ces abats ou de faire goûter à certains clients. Alors, les plus initiés, évidemment, ils vont directement. Mais quand on parle de qualité sur la viande en général, aujourd'hui, ce qu'on peine moins à vendre dans les abats, c'est le foie de veau et les rognons de veau. Parce qu'on va directement vers la qualité où la notoriété du produit fait que c'est plus attirant. Mais aujourd'hui, c'est sûr que de cuisiner des rognons de bœuf, ça tente pas grand monde quand même, quoi. C'est un peu compliqué. C'est vachement bon. Et les tripes, c'est super bon. C'est super simple à faire. En fait, c'est sûr qu'à l'odeur, ça peut paraître un peu repoussant, mais en fait, quand vous mangez ça, c'est un plat de fête dans le Morbihan. La fricassée, c'est cuisiné au vin blanc avec des patates à l'eau, et c'est très très bon. Et c'est très très sain. C'est pas gras. Et en fait, ça coûte pas cher. Et on valorise l'ensemble de l'animal. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont l'air un peu effrayantes. La langue de bœuf aussi. C'est super bon. La langue de bœuf, c'est un plat noble, la langue de bœuf. Oui. Moi, quand j'étais ado, ça pouvait très bien faire un repas de communion, etc. Une langue de bœuf sauce piquante, sauce madère, c'était très recherché. Tout le monde ne mangeait pas une langue de bœuf à l'époque. Et aujourd'hui, il y a moins d'engouement. Aujourd'hui, c'est banal. Aujourd'hui, on met de langue de bœuf crue dans la vitrine, la misère à la vendre. Ouais. Dès que vous la cuisinez... On la cuisine, on fait de la sauce à côté, c'est gagné. Voilà, faut aussi savoir transformer. Voilà, c'est ça. Florent, un regard sur ces témoignages. Là, on est sur le terrain, vraiment. Vous qui êtes professeur d'histoire moderne, spécialiste de l'alimentation, c'est ce que vous nous disiez. Voilà, il y a des aliments qui disparaissent un peu comme ça. Oui, et si on reprend l'histoire des abats, les abats ont eu une place essentielle dans la grande cuisine française. Vous prenez la cuisine de l'Ancien Régime ou du 19e, il y avait toute une tradition de cette consommation. Et donc, on avait ici une alimentation qui était socialement très partagée par l'ensemble de la population, avec derrière des savoir-faire qui pouvaient être différents. Parce qu'en histoire de l'alimentation ou en cuisine, souvent, c'est ce qu'on associe à un aliment qui peut permettre de hisser cet aliment ou au contraire de le rabaisser. C'est pour ça que ce que vous avez expliqué autour de la sauce, c'est caractéristique de la manière dont peut fonctionner le rapport
à l'alimentation. Clairement. L'imaginaire, il est aussi essentiel, et donc il y a une forme de contamination symbolique entre un ingrédient considéré comme un peu plus noble que l'autre, et ça peut être une façon de remettre sur le devant de la scène les abats. Parce que derrière, dans le fait alimentaire, l'imagination est essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte ou pas d'ingérer. Les représentations... Le cheval, on en parlait. Exactement, c'est-à-dire que concrètement, il ne faut pas uniquement qu'un aliment soit bon à manger, il faut aussi qu'il soit bon à imaginer. Et la question de la viande, elle pose bien cette question-là, c'est-à-dire comment on s'imagine la pièce de bœuf que l'on va partager entre amis, par exemple. Oui. Donc là, obligatoirement, on va vers la convivialité, et donc on va vers un élément qui va plutôt être positif. À l'inverse, si ma pièce de viande, j'ai plutôt pensé à l'abattoir, là, je peux glisser vers une approche un peu plus négative. Donc, c'est vraiment une question de comment je m'imagine l'alimentation. Et quand on évoque uniquement les bienfaits d'un point de vue médical, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas très bien limité, parce que la médecine évacue le plaisir dans notre rapport. C'est-à-dire que notre alimentation... renvoie au plaisir et non à des alicaments ou à des médicaments. Donc, c'est important de garder à l'esprit que, évidemment, ce qu'on consomme, il y a des nutriments, il y a des vitamines, etc. Mais il faut aussi prendre en compte toute la charge qui va autour de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il y a aussi des mouvements de personnes qui ne mangent plus de bébés animaux, type agneau, type veau. C'est aussi une résistance, et ça doit faire partie de cette question de l'imaginaire autour de ce qu'on a dans l'assiette. On se retrouve dans un instant, on marque une courte pause. On parlera aussi de l'apparition du véganisme. Quand est-ce que c'est arrivé? D'où ça nous vient? Est-ce que c'est aussi inscrit dans nos gènes? Parce qu'on l'évoquait, aux temps anciens, on mangeait beaucoup de légumineuses. Également, on se retrouve juste après cette courte pause en musique. On écoute les Beatles. Et on s'intéresse à la viande sur notre antenne. Et oui, il semblerait que le véganisme, en plus d'avoir le vent en poupe, séduise de plus en plus de consommateurs. Ça vient d'où, cette tendance du tout végétal? Florent Kellier-Vauquiette, historien de l'alimentation. Alors, cette tendance du tout végétal, elle est assez ancienne dans le sens où on a eu des végétariens dès l'Antiquité pour des raisons philosophiques ou religieuses. La tendance actuelle, c'est une tendance qui apparaît dans le monde anglo-saxon dans un premier temps, dans la première moitié du 19e siècle, où on va voir apparaître des mouvements végétariens qui sont similaires à ceux qu'on peut connaître aujourd'hui. Et ce mouvement va se développer surtout à partir des années 1970, avec une prise de conscience de l'impact sur l'environnement de certaines consommations. Et donc là, on a le développement d'un mouvement d'une écologie politique qui se met en place dans les années 70, qui pointe notamment la surconsommation de viande et l'impact que cette surconsommation a sur l'environnement. Et c'est là où va se développer davantage donc, ce mouvement qui est au départ un mouvement de végétariens, c'est-à-dire des gens qui peuvent continuer à consommer quand même parfois des œufs ou du poisson, du lait. Du lait. Et vous avez un mouvement qui est beaucoup plus récent et qui est beaucoup plus strict, qui est le véganisme, où là, il y a le refus de tout produit d'origine animale. Donc, ça va jusqu'au refus du miel, par exemple. Dans le cadre du véganisme, refus également de tout produit qui aurait été fabriqué avec l'aide d'un animal, par exemple. Ça aussi, c'est refusé par le véganisme. Refus du cuir également. Mais là, c'est quand même ultra minoritaire, le véganisme par rapport aux végétariens. On entend bien leurs arguments, l'éthique animale, la question de l'environnement, la question de la santé aussi, et puis tout le côté, on parlait des bébés animaux, de la compassion, de la non-violence, de la promotion de la paix, ça va avec ça. C'est un frein, vous les voyez dans votre scope je ne sais pas, Benoît Oettinger Si, on les voit, si vous voulez. Et en fait... Ce mouvement-là est alimenté. Alors, je pense qu'il doit y avoir des lobbies là-dessus. Il est alimenté aussi par je dirais même,
l'instruction scolaire et puis tout ce qui formate, ce qui préformate, ce qui lobotomise nos jeunes. Vous voyez, je prends un exemple. Moi, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Quand en 5e, il y a un cours sur le cycle de l'eau, la consommation de l'eau, machin, etc. Et on prend l'exemple de la viande de bœuf pour laquelle il faut 1500 litres, 2000 litres pour faire 1 kilo de viande de bœuf. Or, en fait, mais ça n'a aucun fondement scientifique, si ce n'est des études américaines qui disent que on va prendre en compte toute la pluie qui est tombée sur la plaine d'Alabama pendant que l'animal était petit, puis ensuite l'animal finit à du maïs irrigué, machin, etc. Donc on arrive à des volumes d'eau énormes pour faire 1 kilo de bœuf, sauf que dans la vraie vie, si vous voulez qu'il y ait des vaches ou pas sur une pâture, quand il pleut, il pleut. Moi, quand je prends mon calcul et que je dis, voilà, en fait, on va juste prendre, je fais pas de maïs, j'irrigue pas chez moi. Donc en fait, la seule consommation d'eau qui tienne, c'est l'eau que la vache va boire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on arrive pour 1 kilo de bœuf à 50 litres d'eau. C'est-à-dire que c'est 3 fois moins, 10 fois moins qu'un kilo de quinoa, par exemple. C'est 4 fois moins que la consommation du français moyen sur une semaine. Donc en fait, les réalités, la vraie vie, les réalités des choses sont complètement biaisées et on met dans la tête de nos jeunes des éléments de langage, des discours qui sont préconçus, qui sont complètement fallacieux. Et en fait, tout le modèle, je dirais, alimentaire que le jeune va ensuite se construire sera fait à partir de choses... De ces fausses croyances. Quoi. Des fausses croyances qui lui seront mis dans la tête. Et alors, après, on peut parler aussi d'anthropomorphisme. Vous parliez de bébé, machin, etc. En fait, il faut vraiment faire une distinction entre l'humain. Alors, on est sur RCF Anjou. Si vous voulez, l'homme a une âme que n'a pas l'animal. Il a une conscience, l'animal. Je parle à mes animaux, moi, si vous voulez. Mais un animal n'a pas d'âme. L'homme a une âme. Alors, je pense que la baisse du fait religieux a contribué à la hausse du végétarisme, si vous voulez, mais il y a une différence entre l'homme et l'animal, heureusement. Et en fait, quand on parle de ça, il faut arrêter l'anthropomorphisme, il faut déconstruire tous ces vrais faux items scientifiques, pseudo-scientifiques, et qui déconstruisent, entre guillemets, qui permettent de déconstruire cette approche végétarienne. Merci. Benoît Florent Keltier. Le regard de l'historien. Sur la question religieuse. Dans le végétarisme, la question religieuse peut être présente notamment du côté anglo-saxon, où vous avez un lien avec le puritanisme anglo-saxon. C'est pas innocent que ça parte de cette ère culturelle-là et non des pays latins, sur ce rapport à une alimentation qui est aussi une alimentation de l'individu et non de la communion du groupe. C'est un élément qu'on peut mettre en avant sur cet aspect un peu puritain. Et c'est un élément qu'on voit également dans la manière dont on a mis en avant la diète méditerranéenne et le fameux régime crétois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en disant c'est le régime bon pour la santé. La longévité de la vie. Il y a des fruits, il y a des légumes. Et puis surtout, la Crète, c'est pas loin de la Méditerranée orientale, c'est pas très loin de la Terre Sainte. Donc il y avait cette idée aussi que l'on reviendrait à l'alimentation, au régime alimentaire des premiers hommes. Vous voyez, il y a cette dimension religieuse qui n'a pas de sens, en fait, puisque il y a une consommation de viande bien avant, y compris en Terre Sainte. Donc, la dimension est quand même à prendre en compte. Et sur un élément où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est sur l'utilisation des mots. C'est vrai que de plus en plus, on entend parler de bébés animaux. Il y a quelques temps, j'ai une étudiante qui était végétarienne et qui a voulu travailler sur la viande de boucherie au 18e. Elle voulait vraiment comprendre pourquoi il y avait cette consommation. Et donc, moi, je l'ai fait travailler sur des comptabilités hospitalières parce que dans les hôpitaux, on consommait de la viande sous l'Ancien Régime. Et les premières pages, quand j'ai commencé à relire ce qu'elle écrivait, elle parlait de bébés. Des bébés animaux qui étaient mis à mort. Et donc là, je lui ai ri, je dis non, on ne parle pas de bébés. Et elle a eu du mal à comprendre sur le vocabulaire. Et donc, j'ai été obligé de lui expliquer la différence entre le militantisme et le travail scientifique qui repose sur un vocabulaire qui est un vocabulaire précis. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, on parlait de préhistoire tout à l'heure, c'est que quand vous regardez, vous voyez, l'antilope de je ne sais plus quoi, son espérance de vie, elle est de 10 ans si on la met dans un zoo. Et dans sa vraie vie à elle, c'est 1 à 2 ans. Voilà, parce qu'il y a les tigres et les machins. En fait, voilà, les animaux ne font que de se bouffer entre eux. Et qu'à un moment donné, dans l'évolution, l'homme a passé un pacte, je dirais, avec certaines races, certaines espèces. Et en fait, ils se sont dit, moi, je vais te protéger, je vais te nourrir, je vais te soigner. Et à la fin, en contrepartie, je vais te manger. Mais c'est de la symbiose, comme il en existe partout dans la nature, si vous voulez.
Et aujourd'hui, on peut dire pareil du bois. Oui, non mais voilà, et l'animal, la vache, c'est alors après il faudrait faire de l'anthropologie mais c'est qu'en fait son but à elle aujourd'hui, c'est de l'homme, comment dire, la protège, la soigne, la nourrit. Donc elle a une vie heureuse. Enfin, renoncer à être meilleur, c'est d'être bon. Mais non, mais c'est vrai. Si une vache qui va dehors, si elle est élevée comme il faut, enfin, je veux dire, voilà. Oui, en termes de bien-être animal, on est ok. Ben, on peut toujours faire des progrès, mais un animal qui pâture, etc., qui n'a pas à se prémunir du loup, du machin, etc., qui dès qu'il a un problème, il est soigné. Oui, je pense qu'il est heureux. Et en contrepartie, ils le savent qu'à la fin, en fait, avec une vie qui sera plus longue que s'il était dans la savane ou je ne sais quoi, eh bien sa fin à elle, c'est de nourrir l'homme. Et moi, j'ai pas de problème. Je pense que, enfin, je suis pas. Elle le sait, ça. Ils sentent ces choses-là, les animaux. D'accord. Voilà. Et ça fait partie. On a ces pactes-là qui remontent à la préhistoire ou au début de l'agriculture. Voilà. Il y a avec les moutons, les vaches, etc. Pas toutes les races, les espèces, mais il faut. C'est comme ça que fonctionne. Le monde, la nature, on peut dire. Je laisse. Ce que vous observez. Mais en moi, tant c'est que ce que j'observe. professionnel de l'élevage. C'est la différence qu'il y a entre un buffle et puis une vache. Il y a une différence entre un buffle et une vache. C'est un animal qui est domestiqué. Il a un lien à l'homme qui est particulier, qui n'est pas le même que le buffle. Et voilà, il y a ce lien-là qui fait que faut aussi démystifier ces choses-là. Enfin, faut. Oui. Alors, qu'il y a un lien Florent. spécifique, je suis entièrement d'accord avec vous dans le principe de domestication. Maintenant que l'animal ait conscience que de sa finitude, ils ressentent beaucoup de choses. Qu'ils ressentent, mais ils n'ont pas cette conscience de la mise à mort. En tout cas, ils vont s'en rendre compte à la fin, apparemment, quand ils approchent de l'abattoir. Mais après, ça dépend ce qu'on entend par conscience en réalité. Mais, on comprend ce que vous voulez dire. Mais par rapport à cette question de l'abattage des animaux, je crois qu'il y a aussi un élément qui est essentiel pour bien comprendre ce qui se passe actuellement en Occident. C'est-à-dire que dans le temps long, les animaux arrivaient vivants en ville et on les abattait devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce refoulement de la violence, en fait. Et c'était considéré comme un moyen de savoir si la viande était saine. On voulait voir l'animal sur pied, vivant, pour être sûr que la viande était saine. Le vieux canasson malade, quoi. Ouais. Exactement. Donc il faut imaginer, pour le Moyen-Âge, pour l'Ancien Régime, des animaux qui arrivent vivants en ville et qui sont abattus devant les consommateurs, et des consommateurs qui savent concrètement que ce qu'ils mangent, c'est l'animal. Okay. Et ça, c'est un élément qu'on a progressivement perdu à partir du moment où on a sorti les abattoirs des villes ou des centres-villes, pour des raisons d'hygiène essentiellement, et que ce moment qui est assez court dans la vie de l'élevage a été occulté pour ne pas montrer ce qui se passe. Et les tensions actuelles, en grande partie, reposent en fait sur ce moment-là. Ensuite, quand vous parlez du bien-être animal, il me semble qu'il faut faire la distinction entre les animaux qui peuvent pâturer, qui peuvent aller en plein air, et évidemment ces animaux qui sont élevés en batterie, que ce soit du côté des volailles, qui coûtent très peu cher après, mais il faut voir les conditions de vie de ces volailles. Je suis déjà allé, c'est violent. Ou des grandes fermes. Ils n'ont même pas de plumes. Mais on parle de deux choses complètement différentes. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien voir. Oui, là on est dans le monde idéal, dirons-nous. Non, c'est pas le monde idéal. Il existe. Oui, pardon, il existe. En fait, faut quand on parle de viande, de savoir, on parlait tout à l'heure d'en manger moins, d'en manger mieux, en fait, il faut s'enquérir dans la viande que l'on mange, savoir comment elle est produite, c'est tout. On parlait de l'abattage. En fait, si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle d'une association, L214, qui a le courage très sélectif. Il faut savoir que cette association-là, elle est financée par des fondations américaines qui financent aussi la recherche sur les cellules souches et la production de viande in vitro, machin, etc. Et alors, bon, je disais, renoncer à être meilleur, c'est d'être bon. Les abattoirs travaillent énormément en France sur le bien-être animal et font en sorte de faire très bien leur boulot. Et ces associations-là, alors, il y a toujours des choses à corriger, dénoncent ces conditions-là, mais je les trouve bien silencieux sur certains types d'abattage. Voilà, où il n'y a pas... C'est-à-dire où il n'y a pas d'étourdissement préalable, si vous voulez. J'ai jamais vu de reportage de L214 sur ces abattages-là où l'animal est égorgé vivant. Oui. Je trouve ça dommageable, si là, vous voulez. Vous dites qu'on dénonce davantage les méthodes d'élevage
que les méthodes d'abattage à tort? Il y a, en fait, si vous voulez, pour stigmatiser l'élevage, on va parler effectivement de la mise à mort, parce que c'est la finalité de l'animal qui est élevé pour produire de la viande. Si vous voulez, c'est là-dessus que ces associations-là mettent l'accent. Mais après, voilà, c'est la vraie vie. Un animal dans la vraie vie, il meurt, soit il est mis à mort. Votre petit chat qui est sur votre canapé, il vient d'aller, égorger 3 oiseaux et 2 souris. Enfin, je veux dire, faut. C'est ce qui est mal accepté. C'est ça, mais sauf qu'en fait, la vraie vie, elle est là aussi. Oui, parce qu'on ne voit plus la souffrance, on ne et va pas avoir de violence. En général, si vous voulez, on parlait de Horsol, mais les plus virulents idéologues, si vous voulez, en général, c'est pas le végétarien rural, il y en a beaucoup moins, mais il y a une surreprésentation, si vous voulez, de citadins complètement hors sol qui ne savent pas comment nous, éleveurs, nous faisons notre boulot et qui ne savent pas l'impact ultra, mais on pourra peut-être en parler après, mais primordial, je dirais, de l'élevage. De cette chaîne. Quand il est fait intelligemment, de l'impact et de l'importance de l'élevage dans tout ce qui est biodiversité, dans tout ce qui est oui, on parlera de l'écosystème, tout ce qu'il y a autour. Il faut parler de ça, parce que c'est primordial. Et la cohérence. C'est ça. On va donner la parole à notre artisan boucher qui est avec nous aussi en plateau. Vous réagissez comment là ? Vous connaissez les bêtes que vous travaillez ? Bien sûr, après, il y a différentes races. Donc chacun en général choisit sa race. On prend l'habitude de travailler et de proposer à nos clients ce qui leur convient en fait. Nous, oui. on a des races préférées en tant que professionnels, mais après... suivant les caractéristiques de la bête, le poids, etc., ce qu'on peut proposer à nos clients, les choix souvent se font à partir de là. Et puis après, à proximité, on choisit soit les races de région, ou si on a de l'affinité avec notre éleveur, on peut très bien travailler exclusivement les races que lui produit. Ouais. Voilà, souvent c'est du circuit court aussi. C'est du circuit court, tout à fait. Après, c'est du circuit court tout en avouant que moi, la bête, elle fait un petit tour, une petite promenade avant d'arriver. Elle ne vient pas de l'éleveur directement chez moi. Donc après, suivant les sites qui sont à nos dispositions pour les abattre, des fois, il y a quand même un petit peu de parcours. Oui. Mais nous, ça reste quand même dans la région. Ok. Voilà. On s'intéresse à la filière bovine, mais au-delà de ça, à la manière dont on consomme de la viande. Vous êtes tombé dedans tout petit. Vous qui êtes aujourd'hui artisan boucher, c'est une passion. Oui, tout à fait. J'ai pas de reconversion dans ma carrière. Tout jeune, je voulais être cuisinier, passion de la viande, passion de la cuisine. Et puis j'ai pris cette option de la boucherie et par le cycle, l'apprentissage, etc. Et je suis toujours resté dedans. Ouais. Vous avez fait 30 ans Alors, j'étais côté grande distribution avant. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, là, je suis du côté de l'artisanat. Sans regret ? Sans regret. Oui. Les deux côtés sont très bien. C'est très enrichissant. Ouais, tout à fait. Et en plus, moi, je suis coprésident de l'association des maîtres bouchers du terroir. Donc, qui est une association qui regroupe 36 artisans aujourd'hui, sur 4 départements, on va dire. Ouais. Donc voilà. C'est pour promouvoir une forme de savoir-faire. Ouais, c'est plus, c'est une forme de savoir-faire, faire voir les qualités de l'artisan, le travail de qualité, jusqu'à la qualité de la viande, la proposition, le service. On travaille Notre slogan est indépendant mais pas seul. Et il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on se soutient tous et chacun fait un peu ce qu'il veut ou à sa manière dans son entreprise. Ça a toujours existé aussi, les rassemblements d'artisans. Bon, il y a les corporations également, Florent Kellier. Les bouchers étaient en plus particulièrement importants. Au Moyen-Âge, la corporation de bouchers dans les villes, c'était la puissance sociale, puisque la viande était essentiellement destinée aux élites. Et en même temps, il y avait cette idée un peu d'une impureté, parce que contact avec la mort et le sang. Donc un petit peu ambigu, et une image également de violence. Donc on s'en méfiait aussi. Les couteaux Exactement, on s'en méfiait. Mais ça fait partie des catégories sociales très intéressantes quand on veut travailler sur les métiers urbains et sur le fonctionnement des municipalités, par exemple. La relève des métiers de la boucherie, elle est OK ?
La relève, elle est OK, oui et non. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas réservé qu'à la boucherie, ce problème. Mais aujourd'hui, on y travaille dur, justement. Déjà par rapport à l'association. Nous, aujourd'hui, on a peut-être la chance de recruter des jeunes, de s'entourer de jeunes. Sur la région, là, toutes les entreprises à notre connaissance qui étaient à vendre pour des départs souvent en retraite, Oui. ont été reprises par des jeunes. Donc, certains sont dans les métaux bouchers. On les accompagne. On travaille avec Interprofession, avec Interbev, avec des fonds d'aide. On travaille aussi avec Initiative Anjou. Donc, tout ça, c'est des organismes qui, notamment pour l'interprofession d'Interbev, c'est aussi bien l'aide à l'installation d'un éleveur que l'installation d'un boucher. Okay. Et voilà, on est... La boucle est bouclée. Voilà, les jeunes sont soutenus, accompagnés. Benoît Oettinger, vous n'avez pas toujours été éleveur ? Non, pas du tout. C'est assez récent, parce qu'en fait, je ne le suis que depuis 6 ans maintenant. 6 ans. Et non, banquier pendant presque 20 ans avant, après mes études d'agriculture. Ça vous manque pas ? Non, pas trop. Non, pas trop. Non, mais c'est intéressant, parce que du coup, on a vu des choses avant, des choses du monde agricole, parce que j'ai géré un portefeuille d'agriculteurs, mais aussi d'entreprises, de grandes entreprises. Donc ça donne aussi une vision de ce que peuvent être les coopératives, la grande distribution aussi. Donc on sait où se fait la marge. Voilà. On connaît un peu mieux les pratiques de certains et les failles. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on a repris la ferme, on voulait justement être le plus autonome possible pour pouvoir faire nos choix et ne pas dépendre de systèmes, entre guillemets, qui nous mettent parfois la tête sur le billot, comme ce que peuvent le rappeler mes camarades mes collègues qui sont en train de manifester aujourd'hui. C'est un luxe d'être indépendant aujourd'hui quand on est agriculteur ? Oui, je pense. Oui. Parce qu'en fait, dès que vous avez des investissements à faire, dès que vous installez, en fait, ça peut être des sommes importantes. Alors moi, c'était après une première carrière, voilà, donc on avait peut-être un certain capital, mais aujourd'hui, en fait, quand vous devez emprunter des centaines de milliers d'euros et que vous êtes jeune et que forcément, on vous dit, voilà, vous serez intégré, vous allez contractualiser, ceci, cela. Et vous contractualisez auprès de la banque, donc il faut pouvoir les rembourser. Et, vous contractualisez auprès de vos acheteurs, de vos fournisseurs. Et donc, en fait, la possibilité de faire des choix, elle s'amenuise, elle se restreint. Vous êtes pris en tenaille ? On choisit plus forcément ce que l'on fait. Et voilà, il y en a qui disent, voilà, j'aimerais bien faire tel choix, tel arbitrage, mais je peux pas, je suis obligé de produire parce que j'ai mon outil à amortir, parce que voilà, Donc, en fait, dès qu'on est sur des choix comme ça, des modèles où on ne peut plus forcément, en fait, on n'a plus trop de souplesse, beaucoup moins. Alors c'est sûr que quand derrière vous avez un marché qui évolue, qui fluctue, que vous ne maîtrisez plus, vous le prenez en pleine figure, ça. Voilà. Et quand vous avez investi dans un magnifique bâtiment pour produire de la viande, justement, et qu'on vous dit non, c'est pas bien, vous le prenez mal, vous le vivez mal. Vous voyez la levée de bouclier qu'il y a eu en Hollande il y a quelques temps, justement parce qu'on leur dit c'est pas bien, vos vaches elles pètent, donc il faut supprimer les vaches. Il y a peut-être des choses à revisiter, à repenser avant, parce qu'en fait aujourd'hui une vache, si on lui fait manger ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire de l'herbe, elle produit 5 fois moins de méthane entre guillemets que si on lui fait bouffer du maïs et du soja. Mais ça, en fait, les techniciens ne vous le diront pas, parce que ça veut dire qu'il faut peut-être repenser le modèle agricole et la façon dont on le produit. Vous êtes libre, d'une certaine manière, ou tout du moins indépendant dans votre production, et vous avez d'ailleurs diversifié, vous ne faites pas que de la viande. Oui, mais après, c'est pareil, en fait, mais c'est pas de l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, on sait... Oui, alors, moi, je suis... j'ai été réserviste, officier de réserve pendant 15 ans, donc la résilience, en fait, c'est pas un nouveau mot pour moi, c'est quelque chose qu'on a appris. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand on prend les vieilles recettes, à savoir, et moi c'est Limoges, et Limoges, c'était pas qu'une terre d'élevage, c'était une terre de polyculture, polyélevage. Et l'agriculture française était basée beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aviez pas qu'un seul atelier sur la ferme, vous faisiez un peu de tout, et quand il y en a un qui était en crise, entre guillemets, on se rattrapait sur les autres. C'est un syndicat majoritaire qui, sortir de la guerre en 46-48, a voulu absolument, à marche forcée, spécialiser les agriculteurs. Et en fait, après, vous mettez justement la corde au cou parce que vous dépendez plus que d'un marché.
Et donc nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de multiplier les ateliers. Parce qu'il y a la viande bovine, c'est ce que faisait la ferme quand j'ai reprise, mais on y a adjoint un atelier au vin. Maintenant, on cultive de l'épeautre qu'on transforme, on fait de la farine d'épeautre. Les légumineuses, on n'a pas attendu que ça vienne à la mode, on fait des légumineuses, des lentilles. Les marrons. Les marrons, voilà, le marron noir des Mauges, le marron noir des Vendée. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est fait au sortir de la Révolution, alors que les paysans crevaient de faim. Ils se sont dit, on va greffer les arbres dans nos haies. Donc, ils n'ont pas sacrifié de surface agricole. Non, un châtaignier, ça peut produire 80-100 kilos de châtaigne. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est 10 quintaux. C'est énorme. Et en fait, c'est ce bon sens paysan je ne vais pas dire qu'il a disparu, mais qui s'est amenuisé et sous couvert d'évolution, de révolution agricole qu'on a voulu mettre de côté. Mais en fait, quand vous réfléchissez à ça, vous dites, ouais, ça c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, si je valorise l'ensemble des atouts de ma ferme, via le bocage, via la diversification, le fumier de mes vaches, c'est mon engrais. Donc en fait, j'achète pas d'engrais et ça vient le fait d'alterner céréales, prairies, machin, etc. J'ai beaucoup moins de pression de parasites, de machin, de champignons, de ce que vous voulez. Donc je suis en bio, mais même si j'étais pas en bio, j'aurais beaucoup moins besoin de produits phyto, machin, tout ça. Donc en fait, c'était juste ce qui se faisait avant. Et la façon dont c'était fait faisait qu'en fait, ils prêtaient moins le flanc justement à toutes ces crises, tous ces trucs-là, toutes ces pressions phytosanitaires, etc. Et ça, après, on va me dire, oui, mais c'est un modèle passéiste, sauf que nous, dans le cadre d'un projet européen, notre ferme a été étudiée assez précisément. Et en fait, on nous a dit, voilà, ta ferme, telle qu'elle est, elle peut nourrir, je sais plus, c'est 200 ou 300 personnes. Et que si on extrapole à la surface agricole utile française, eh bien, ça permettait de nourrir 120 millions de personnes. C'est-à-dire que même une ferme en bio, intégrale, autonome, machin, etc., permet, si on fait parler de la ferme France, si on passe la France entièrement sur un modèle comme ça, eh bien, on pourrait nourrir 2 fois la population française. Mais moi, je dis ça, mais en fait, je me fais tailler en pièces par certains syndicats, par certains groupes agroalimentaires qui vont dire oui, mais les marchés, il faut nourrir la terre entière, il faut aller nourrir les Africains. Vous voyez, les agriculteurs français manifestent aujourd'hui. Il faut aussi se dire que nos groupes volaillers qui font du poulet pas cher, eh ben, ils envoient du poulet congelé en Afrique, où il est vendu à moins cher que le poulet produit par les Africains. Bossuet disait « Dieu se rit des hommes qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes ». Donc il faut aussi, des fois, il y a des choses qu'il faut peut-être remettre en cause au niveau de notre modèle pour le rendre plus vertueux, je dirais au niveau de l'environnement, plus vertueux au niveau de ce qui est sociologiquement aussi accepté, au niveau de la viande. Donc c'est des choses sur lesquelles je pense aujourd'hui, si on veut que notre modèle agricole évolue et soit plus résistant, plus résilient, il va falloir vraiment réfléchir. Merci Benoît de parler en toute vérité et transparence. Florent Kellier, vous aviez en tête tous ces éléments, ces arguments, vous qui êtes historien de l'alimentation. Ça renvoie en fait au fonctionnement de l'agriculture d'ancien régime, avec des éléments qui étaient évidents comme le circuit court, par exemple. Puisque un des problèmes dans la crise agricole actuelle, c'est la multiplication des intermédiaires. C'est quand même là. Tout le monde se sert au final. Le principe également de bon sens paysan, on ne met pas ses œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le même panier. Il y a bien cette idée d'une diversification et cette idée également d'une maison qui nourrit le jardin, d'un jardin qui nourrit sa maison, là, qui est dans la logique de l'exploitation agricole. Pas exploitation, je n'exploite pas. Non, mais c'est vrai. Quel est le terme que vous employez? Mais non, mais vous voyez, exploitant agricole. Il y a la notion d'exploiteur et d'exploiter. L'animal est exploité. Je n'exploite pas mes animaux, je les élève. C'est complètement différent. L'approche que vous avez est complètement différente. Et dans ce cas, quel terme que vous allez employer? Je suis paysan, je suis agriculteur, si vous voulez, je suis paysan. Non, mais pour votre, entre guillemets, exploitation agricole. C'est ma ferme, c'est ma ferme. Voilà, et donc en prenant le terme de la ferme, où là vous avez ce jeu où un espace nourrit un autre et un cercle vertueux, qui est un élément essentiel, mais qu'on peut également élargir par exemple sur la question du traitement des déchets, qui est un des grands défis du XXIe siècle. Là il y a des solutions aussi, et c'est en ce sens que l'historien ne donne pas de leçons. C'est pas du tout le principe de l'histoire de l'historien. Il essaye de comprendre une société à un moment donné et savoir ce qui s'est passé avant peut nous donner des éléments qui peuvent être éventuellement utiles aujourd'hui, mais en gardant à l'esprit que l'histoire ne se répète jamais.
Et donc, on ne reviendra pas au monde rural du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Il y a une évolution, on n'a pas la même population. Les mêmes moyens, les mêmes outils. Bon. Mais en même temps, il faut aussi prendre en compte ce que faisaient nos ancêtres, où il y avait aussi une part de bon sens. Et après, c'est à tout le monde de faire son miel là-dedans pour trouver les bonnes solutions. Jean-Luc Bossard, vous qui êtes artisan boucher, les consommateurs de votre magasin demandent la provenance, sont attentifs à l'histoire que vous pouvez raconter derrière telle ou telle viande? Oui, tout à fait. Mais notamment en ce moment. En période de crise, oui. À chaque fois qu'il y a une crise, on répète un petit peu les mêmes choses. Sinon, ils ont confiance autrement dans ce qu'on fait. Donc ils savent très bien que les provenances, on leur dit le veau, l'agneau, tout d'où ça vient, les proximités, etc. Maintenant, là, quand le débat est relancé, les agriculteurs dans la rue, etc., là, on commence à leur poser des questions. Est-ce que votre viande vient toujours du même endroit, etc. Ils ont besoin d'être rassurés, en fait. D'accord. Moi, ma boutique elle est à proximité d'un supermarché. J'ai des clients qui m'ont dit on était au supermarché, on a regardé les origines, il y a plein de produits étrangers, ils l'ont découvert. Hein. Oui. Ils l'ont découvert, c'est pourtant le quotidien. Mais bon, voilà. Mais en fait, et nous, on a une clientèle, je dirais, assez âgée quand même. De quartier ? C'est une clientèle de quartier très fidèle. Donc, ils ont complètement confiance dans ce qu'on leur propose. Oui. C'est très important. Et même moi qui étais en grande distribution avant, le fait de revenir à des rayons traditionnels pour la communication, il n'y avait pas mieux à faire. Ah oui ? Ben oui, c'est ça. C'est en fait le lien. C'est le manque d'information. Souvent, c'est le manque d'information qui crée des débats. Oui. Et il suffit de communiquer positivement et la partie est jamais gagnée, mais en grande partie quand même. Dernière question avant la conclusion. Benoît Oettinger, alors on a bien compris que vous élevez beaucoup de choses. On a aussi compris que ça se vend en circuit court. Mais où est-ce qu'on trouve vos produits ? Alors, on livre dans les Pays de la Loire. On a plusieurs. En fait, ça se passe. Il y a un point d'entrée, c'est notre site internet. D'accord. www.fermedesblotters-anjou.fr, je l'ai placé, ouais, super. Et voilà, et on peut commander, en fait, on livre en région parisienne, dans les Pays de la Loire, on peut même expédier à domicile, etc., quoi. Okay. Voilà. Et en fait, on fait ça, on a une gamme de produits qui est assez large, si vous voulez, mais tout est fait à partir de produits qui viennent de notre ferme. L'ail des ours, les châtaignes, les poutres, les lentilles. Voilà, c'est quelque chose que l'on cultive, c'est assez éclectique, je dirais. La viande, voilà, de l'agneau. On est aussi beaucoup sur les races anciennes. Je parle au boucher, je parle de vaches nantaises, je parle de moutons de Belle-Île. Donc qui ont des spécificités, qui sont des races qui ont failli disparaître dans le cadre de la révolution agricole, mais qui pourtant ont des qualités vraiment intrinsèques, qui donnent des viandes qui sont très particulières, qui ont ceux qui mangeront un gigot d'agneau de race de Belle-Île à Pâques, en fait, pourront avoir une viande qui est élevée qu'à l'herbe, qui a une finesse de viande, qui n'a pas de goût fort d'agneau. Enfin, c'est extraordinaire. C'est des races anciennes qu'on a failli voir disparaître, qui pourtant sont extraordinaires, qui viennent du terroir français et qui sont vraiment, que les bouchers aiment bien travailler. Ouais, ça s'est fait certainement au profit de races plus productives. Standardisées. Voilà. C'était souvent ça. Hein. Ouais. La race nantaise est une race connue sur la région, mais qui pour un boucher manque souvent de forme un peu, donc on a besoin de muscles, et c'est pour ça qu'on a développé des races. Mais le veau nantais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, complètement. Ouais. Et vous, les races que vous élevez, j'ai chaud. Voilà, on a de la limousine classique, je dirais, pour notre vente directe, mais des vaches nantaises aussi, pour faire du veau nantais dans le cadre de nos ventes directes, parce que c'est un veau qui est plus laitier, qui est vraiment très très bon. Des brebis race de Belle-Île, qui est une race qu'en plan de sauvegarde, il ne reste plus que 600 brebis, on en a 100 sur la ferme quand même, et qui sont en plein air intégral, et même pour l'agnelage. Et donc pour l'agnelage, en fait, on élève nos brebis avec une ânesse Baudet du Poitou, parce que c'est une technique qui était utilisée jusqu'au début du XXe siècle. Là où il y a des brebis, il faut qu'il y ait un âne. Ça protège le troupeau des attaques de canidés, et même des grands canidés avec des oreilles noires, comme le loup. Et en fait, c'était quelque chose, des pratiques qui se faisaient, qu'on a perdues, qu'on va nous rechercher, qu'on remet en exergue et qui sont super efficaces. Et on peut venir vous voir. Et on peut venir nous voir.
contraire. En plus. Voilà. Non, mais ça donne faim. Voilà, il est bientôt midi. Conclusion de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on s'est dit au sujet de l'évolution de la viande, de son avenir aussi? On va terminer avec ça et avec vous, Florent Kellier, vous qui êtes professeur d'histoire moderne à l'université. Pour l'avenir, en tout cas, ce qui est évident, c'est que l'homme a besoin de protéines animales. Donc, obligatoirement, il y aura toujours une consommation de protéines animales. Alors après, savoir ce qui va se passer dans les années à venir, il y a toute une réflexion autour des insectes qui est menée par un certain nombre d'universitaires pour essayer de trouver une autre source de protéines. Après, si j'évoque les insectes, se pose la question de l'imaginaire. C'est-à-dire que pour un occidental, compliqué de manger les insectes. Oui. Pour un Africain, un Asiatique ou un Américain du Sud, ça a moins de problèmes. Donc c'est là où on voit très bien que la question de la viande, c'est aussi une question d'imaginaire et puis aussi de choix de vie, tout simplement. Merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ce qui est autour de l'histoire de la viande, de l'alimentation. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université d'Angers, spécialiste de l'alimentation. Florent Kellier, beaucoup de publications et d'ouvrages qu'on retrouve sur le site internet, les références en tout cas de l'université. Un mot pour conclure avec vous qui êtes artisan boucher. Venez chez votre boucher. Ben voilà, c'est ce qu'il faut. Ayez confiance dans les produits qu'on peut travailler. Voilà, c'est ça. Et puis la relation, le lien aussi, c'est très important. Eh ben c'est ça. La communication, l'information, et c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Luc Bossard, artisan boucher à Angers. Vous êtes sur le centre commercial du Chapeau de Gendarme à Angers. On peut bien sûr venir vous rencontrer. Benoît Ettinger, le mot de la fin. Là où il n'y aura plus d'élevage, il n'y aura plus de bocage. Voilà, donc faut soutenir les agriculteurs et surtout ceux qui font leur métier avec passion, avec bon sens. Voilà, ça se passe à la ferme des Blottières, c'est à Chemillé. Un site internet, lafermedesblottières-anjou.fr, si j'ai bien retenu. Fermedesblottières-anjou.fr. Voilà, on retrouve tous vos produits à vendre. Merci beaucoup à vous trois. C'est vous. En tout cas, on a faim. Voilà. Merci. Et puis, une adresse aussi, c'est rcf.fr pour écouter ces émissions à l'envie. L'agence Petit-Fils de Cholet vous a présenté le MAG en Anjou.